Est-ce que vous pouvez nous parler du détective privé, Jérôme Dracena? Oui, alors Jérôme, c'est un ancien de la crime qui a fait, son père était commissaire divisionnaire à la brigade mondaine. Il a fait l'école de police, il est sorti de l'école de police avec une assez bonne place, avec un copain à lui, et puis il a été à la crime pendant un moment, et puis les perspectives de la vie de flic ne le séduisaient pas, et il est parti de la crime. Voilà. Et ça se faisait pas. On quittait pas la crime, c'est la crime qui vous quittait plutôt. Bon. Donc son ami Jacques Perregaux, qui est lui inspecteur de la crime dans le livre, est resté, et ils se voient tout le temps, voilà. Et lui est devenu détective privé. Voilà. Donc il s'est occupé de ce dont tout détective privé s'occupe, de mari trompé, de femme trompée, etc. Et tout, bon, voilà. Toutes choses qui ne rapportaient pas beaucoup, jusqu'à ce que son père, lui, téléphone, ça c'est dans Arletty, évidemment, mais il faut le savoir quand même, pour lui dire qu'Arletty a des ennuis et qu'il voudrait qu'il s'en occupe. Le père a eu une histoire avec Arletty avant la guerre. Voilà, c'est ce qu'on comprend. Et donc, Arletty a cette histoire avec un officier allemand, et donc Jérôme va être amené à la sortir d'un mauvais pas. Voilà. Je trouve qu'on a bien parlé du contenu du livre, parce qu'après, si on est trop, ils n'ont plus non plus d'intérêt de le lire, donc ça, il faut vraiment qu'on leur laisse aux internautes. Je voudrais qu'on parle de vous, l'écrivain, comment vous avez écrit cette histoire, comment vous nous la proposez en tant que lecteur. Moi, je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était, et je vous en ai tout de suite parlé en arrivant, c'est très addictif. Il y a un côté page turner, il y a vraiment, et puis vous m'avez répondu, et donc je voudrais que vous m'en parliez. Vous m'avez dit oui, c'est vrai, j'aime beaucoup les dialogues, j'ai fait beaucoup de dialogues, et c'est vrai qu'on entend les voix. Oui. Ben, c'est-à-dire que moi, je suis un cinéphile enragé depuis toujours, et je suis aussi un lecteur enragé de la grande série américaine Raymond Chandler d'H.L. Hammett, où le dialogue est très important et très... j'aimais bien le personnage que vous connaissez aussi, le personnage de Philippe Marlowe, de Chandler, qui est une espèce de cynique sentimental, comme ça, c'est ce que Jérôme est aussi. Et donc, j'aime bien les rapports entre les gens comme ça. Là, il y a le personnage de Marcel le boxeur, qui est une espèce de personnage presque d'Audiard. Voilà, lui et puis la concierge aussi, je veux dire, qui sont comme des comparses dans le dialogue. Quoi. Et donc, voilà, c'est vrai que, je veux dire, bon, quand j'ai écrit ça, moi, c'est ce qui m'amuse le plus, c'est les dialogues. Quoi. Ouais, alors ça, on voit qu'il y a un vrai plaisir là-dessus, et que vous nous avez transmis, nous, comme lecteurs, hein, parce que moi, votre bouquin, j'ai beaucoup aimé, pour diverses raisons, dont celle-ci. Je me suis régalé dans la dynamique, dans la vivacité des dialogues, et vraiment les voix qu'on entend. Oui. Voilà. C'est vrai que, je veux dire, comme tous les acteurs dont je parle, je les ai vus toute ma vie à l'écran, non pas à la sortie de leur film, parce que quand même ça me mettrait 100 ans de plus comme âge, mais je les ai vus, c'est tous des films cultes, que ce soit L'Assassin habite au 21 ou Le Corbeau, donc je les ai dans la tête. Et donc c'est pour ça que il y a comme Pierre Brasseur, dont je parle aussi là, mais Brasseur c'est un petit peu différent, c'est parce que je l'ai pratiqué, Brasseur, en tant que journaliste, et puis au début des années 70, j'ai écrit les mémoires d'Alliot. Vous savez, vous voyez qui c'était, Alliot, qui était c'était le prisonnier qui s'évade dans La Grande Illusion avec Gabin, et il était aussi, il fait un Mac aussi là dans le film avec Simone Signoret, je ne sais plus comment le nom m'échappe. Et Dalio habitait avec Pierre Brasseur. C'était deux copains inséparables à Pigalle dans les années 30.
Brasseur avait déjà un peu plus de succès que Dalio, etc., mais je veux dire, ils passaient leur nuit dehors avec Joseph Kessel et d'autres, avec alcool, cocaïne, etc. Et tout. Donc, quand j'ai interviewé Dalio, quand je l'ai psychanalysé Dalio, littéralement, pour faire ses mémoires, il était très, 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 très drôle. C'était une espèce de Woody Allen avant la guerre, autodérision, humour juif. Et donc, il m'en a raconté pas mal sur Brasseur. Et puis moi, je me suis trouvé une ou deux fois dans des situations comme celles que je décris. Jean-Pierre de Lukovic, c'est déjà la fin de notre entretien. Un grand merci à vous d'avoir parlé de votre nouveau roman suspense, Satan habite au 21. D'ailleurs, j'aime beaucoup le titre et la couverture aussi. Je peux ajouter une petite chose. L'explication de Satan habite au 21, c'est que quand l'affaire a éclaté, la presse de l'époque a surnommé Petiot Docteur Satan. C'est ça. Voilà. Et ça ressemble aussi au titre L'assassin habite au 21, parce que c'était 21 dessus. Et la dernière chose, je prends sur votre temps, c'est que l'un des personnages principaux du livre, c'est l'atmosphère de l'occupation. Voilà. D'accord. C'est un personnage. C'est tout le travail. Hein. Oui. C'est vrai, vous avez raison de le préciser parce qu'on n'en a pas parlé. Ça, c'est le problème des livres très riches où il y a plein de choses à dire dessus. Oui. Jean-Pierre de Lukovic, j'en ai pris par le temps, donc un grand merci. Merci à vous, ça m'a fait plaisir. Et je rappelle votre actualité aux éditions L'Archipel depuis le 7 janvier en librairie. Satan habite au 21. J'invite les internautes à devenir lecteurs. Merci à vous. Merci.